Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, celui d'octobre. Le mois a commencé avec un petit séjour au Mans, où nous avons fêté les 60 ans de mon papa. Nous nous sommes retrouvés au restaurant La Ciboulette dans le Vieux-Mans, qui est un très bon restaurant gastronomique. Je vous le recommande si vous avez l'occasion de passer au Mans. Ce week-end-là, c'était aussi le moment où il y avait le salon du livre Faites lire, anciennement la 25e heure du livre pour ceux qui connaissent. Nous nous y sommes rendus sur les 2 jours. Il y avait tellement de monde que c'était pas évident de rencontrer les auteurs, mais les voir déjà de loin, c'était très sympa. J'ai pu apercevoir Titiou Lecoq, David Foenkinos, Rachid Benzine, Kamel Daoud, Sophie Jomain, Isabelle Duquesnoy et bien d'autres encore. Au fur et à mesure des années, l'événement s'est bien développé et toute la ville se met en fête pour l'occasion. Un rire collectif. Le dimanche, il y avait pas mal de monde qui vendait des livres d'occasion. C'était vraiment chouette comme moment. De retour à Niort, j'ai pu aller au traditionnel book club Sapapote que j'anime tous les mois depuis 3 ans. Ce mois-ci, c'était le thème de la romantaisie. Grâce aux copines du book club, j'ai pu découvrir pas mal de livres, dont certains sont dans ma wishlist. Le thème de ce mois-ci, c'est clairement les salons du livre, mais celui-ci était prévu depuis un moment. Et je m'y suis rendue avec des copines. Tout le monde connaît le festival de la BD d'Angoulême, mais qui connaît Angoulême ce livre? Bien sûr, on y trouve quelques BD, mais de mon côté, c'était surtout les auteurs de romans qui m'intéressaient. J'avais fait une liste des auteurs que je voulais vraiment rencontrer, et j'ai pris le temps de le faire. Ainsi, j'ai pu discuter avec Alexiane Thiel, Anna Triss, Éric Foissier, Isabelle Duquesnoy, Agnès Martin-Lugan, et d'autres auteurs que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire que ce qu'on va découvrir en se documentant, que ce soit dans des ouvrages d'historiens ou dans... nous avons de la chance, Romain et moi, c'est que voilà, nous sommes auteurs de polar historiques à l'époque d'Internet, du numérique. Et ça simplifie quand même pas mal notre tâche, même si de temps en temps on est obligé d'aller dans l'archive. Par exemple, pour la préfecture de police de la rue de Jérusalem, il a fallu que j'aille dans les archives de la préfecture de police pour aller regarder des gravures de l'entrée de la rue de Jérusalem, de la préfecture elle-même, parce que ce sont des lieux qui n'existent plus maintenant. Mais on a cette chance que beaucoup de choses sont numérisées. Quand j'ai écrit le 3e tome du Bureau des Affaires occultes sur le choléra en 1832, on retrouve tous les rapports sanitaires de l'époque pour la ville de Paris sont aujourd'hui complètement numérisés. On a des ouvrages de médecins écrits en 1833, 1834 qui sont entièrement numérisés. Et en fait, quand on se plonge dans cette documentation-là, on trouve parfois effectivement des anecdotes, des choses qui vont nous induire à introduire des scènes ou des décors, pour revenir à votre question, des lieux auxquels on n'aurait pas pensé spontanément. Et c'est simplement à ce qu'on les trouve. Par exemple, là, cette histoire de la place de la Concorde, si je n'avais pas lu qu'il y avait eu un claque clandestin, un bordel clandestin dans les souterrains sous la place de la Concorde, j'aurais jamais eu l'idée d'y faire les dernières scènes du 1er tome du Bureau des Affaires occultes. Et maintenant, quand je vais à Paris, je ne regarde jamais la place de la Concorde de la même façon quand je sais ce qui se passait en dessous de la Révolution. Il ne faudrait pas oublier que c'est aussi une collaboration au sens le plus constructif du terme avec un éditeur ou une éditrice. Et dans l'usage de vos documentations respectives, je reviens à ce travail colossal. Je voulais d'abord vous demander, M. Foissier, rapidement, si, alors étant donné la diversité des époques que nous abordons, dont certaines nous sont méconnues, voire très inconnues, le travail de documentation ne doit jamais, ça c'est un point commun avec tous les auteurs de l'entreprise de Paulin, nuire, attention, à l'adhésion du lecteur au récit. Est-ce que votre éditeur, dans la version première d'un de vos manuscrits,
peut parfois intervenir en disant attention à la fluidité, à la connexion entre le personnage et le lecteur. Alors oui, ça arrivait en fait pour mes 2 premiers polars historiques, et c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que moi je souffrais du complexe de l'universitaire, parce que je suis universitaire, alors pas historien. J'ai fait un doctorat en pharmacie d'abord et un doctorat en droit, mais du coup j'avais cette peur d'être le professeur qui met trop d'informations, donc j'avais plutôt tendance à pas en mettre assez. Et c'est mon éditeur, mon éditrice, en l'occurrence Isabelle Lafont à l'époque, qui m'a dit non mais Eric, s'il y en a trop, je vous le dirai. Là en fait, vous pouvez en mettre plus. Ne vous bridez pas. Et en fait, effectivement, la question est juste parce que quand on écrit un polar historique, c'est justement une question de juste équilibre. Il faut effectivement, les amateurs de cette littérature-là veulent apprendre des choses, c'est vraiment important, donc il faut les nourrir de ça. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment de l'intrigue. Il faut que l'intrigue soit forte, que les personnages soient forts, que l'intrigue soit forte. Donc c'est vraiment un équilibre à bâtir, et à chaque roman, on se pose, j'imagine que pour moi c'est un peu la même chose, on se pose cette question du juste équilibre de l'intrigue, de la force des personnages et des informations historiques. Et voilà, il faut essayer que les trois soient bien équilibrés pour que ça fonctionne. Mais voilà, au départ, non, c'était plus. Voilà, moi c'était plutôt l'inverse. Voilà, j'avais tendance à trop freiner sur le rendu de la documentation au lecteur. Et voilà, c'est l'éditeur qui m'a dit non, je vous dirai s'il y en a trop, allez-y. C'est sûrement en commun à vos deux démarches, mais j'avais aussi d'autres questions, M. Scopon. Alors, l'occupation, en l'occurrence, est une période temporellement plus proche de nous, même si on a longtemps passé sous silence, mais elle est quand même documentée depuis un certain nombre de décennies, encore de façon incomplète. Vous avez démontré dans la saga, et par vos réponses ici, dont je vous remercie, que vous n'avez pas de tabou, je pense. Vous abordez toutes les réalités, alors pas pour transgresser seulement, mais pour servir le récit. Je me demandais quand même, étant donné qu'on a tous, que l'on ait ou non quelqu'un de notre famille, notre entourage qui ait souffert de l'occupation, on a des images épouvantables en tête. Est-ce qu'il est arrivé une fois ou deux, en discutant avec votre éditeur, ou peut-être par vous-même, vous vous dites, telle séquence, avec quelle réalité historique précise, est-ce qu'elle va vraiment avoir un impact positif ou un peu entravant dans la lecture du lecteur? Alors c'est vrai qu'on a besoin du regard de l'éditeur. Hein. Donc seul un romancier totalement amateur se vexerait aux remarques de son éditeur, parce qu'en fait, on a besoin d'un point de vue de lecteur. Il y a forcément des choses qu'on ne peut pas voir de son point de là où on est situé dans la fabrication du livre. On a besoin de quelqu'un qui vous dit s'il y a quelque chose d'un peu choquant, quelque chose qui est vraiment un problème. En plus, ce sont quand même des lecteurs expérimentés, les éditeurs, et puis ils sont là pour nous aider à sortir le truc le mieux possible. Ils ne sont pas là pour nous embêter. Et donc, on a vraiment besoin de ce regard d'un premier lecteur professionnel. Et évidemment, il y a des choses. Alors moi, contrairement, moi je ne suis pas trop. Moi, mon défaut, c'est j'ai tendance un peu à trop en mettre justement au point de vue des renseignements historiques, etc. Mais ça, évidemment, on va me le dire si j'ai un peu passé la limite. En revanche, il y a quelquefois des chapitres qui peuvent ralentir l'intrigue. J'ai une anecdote sur un de mes romans. J'avais un chapitre dont j'étais super fier parce que mes personnages avaient super bien joué leur rôle dans leur interaction. J'adorais ce chapitre. Et au compte-rendu de lecteur de Glenn Tavnec, mon éditeur à l'époque, il me dit oui, alors ce chapitre-là, tu pourrais en fait le supprimer entièrement, il ne sert à rien. Et il ralentit un peu le départ du livre. Alors au début, je me disais, merde, putain, il n'a pas compris combien c'était beau, comme c'était formidable, etc. Et après, je me suis dit, bon, il n'est pas idiot, s'il a dit ça, il y a peut-être une raison. Donc et je me suis dit, ben oui, il a raison, ça va plus vite en supprimant ce chapitre. Mais par contre, je ne l'ai pas jeté à la poubelle de mon Mac, je l'ai gardé, et au roman suivant, je me suis rendu compte que ce personnage pouvait revenir et que ce chapitre, on pouvait le mettre dans ce roman-là, pratiquement tel quel, et je l'ai remis, et là, il avait une utilité. Comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, du coup je suis allée à Angoulême ce livre et je me suis dit que ça serait sympa de vous faire un petit book haul. Vous avez dû le voir sur la miniature. J'ai acheté seulement 3 livres. J'ai été très raisonnable. Du coup, le premier livre que j'ai acheté, c'est La Guilde des Ombres d'Anatrice. Je l'ai dévoré. Oui, je l'ai déjà lu. Il est trop bien. Donc c'est le premier tome d'une série de 6 livres. On est sur de la dark fantasy. Le premier se
passe principalement sur l'enfance du personnage principal et de son évolution dans la Guilde des Ombres, donc qui est une guilde des assassins. C'est une pépite. Voilà, je vous en parlerai davantage quand j'aurai fini la série, mais là, actuellement, je peux vous dire que le premier, il envoie tellement du pâté. J'ai eu un gros coup de cœur, vraiment, c'est super chouette et j'ai regretté de ne pas avoir acheté au moins le tome 2 pour pouvoir enchaîner parce que vraiment, j'ai fini le premier tome et j'étais frustrée. Voilà, je le dis, en tout cas, c'est très très chouette comme histoire. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram ou Babelio où je poste mes chroniques régulièrement. Donc si jamais vous voulez être à la page sur mes lectures, n'hésitez pas à me suivre là-bas. Ou même sur Glyph, j'ai un compte Glyph et mon pseudo c'est Madame C, comme sur Instagram. Enfin bref, voilà, c'est là-bas qu'il faut me suivre. En tout cas, vraiment, si vous aimez la fantasy en général, même la dark fantasy, alors ça va pas être aussi costaud que du GOT, donc Game of Thrones. Mais franchement, ça envoie vraiment du lourd. Moi, j'ai complètement accroché. Alors, il y a une ambiance quand même assez malsaine hein, sur certains aspects. On est sur quelque chose de cruel, d'assez sombre. Il faut aimer le genre, mais en tout cas, pépite, je recommande. Ensuite, du coup, j'ai rencontré Isabelle Duquesnoy. J'avais repéré ce livre-là, L'Oiseleuse de la Reine, qui est un roman historique. Alors, du coup, on est sur une base de vérité, puisque Isabelle Duquesnoy est historienne. Et donc, elle se base sur des faits réels, sur des personnages qui ont vraiment existé, mais elle l'écrit de manière romancée, forcément, pour que ça donne envie à tous d'en lire. Le tome 2 vient de sortir en full format. Je les ai vus sur les réseaux. Ça me tentait trop. Moi, j'adore les romans historiques. Par exemple, j'aime beaucoup La Dernière Reine de Philippa Gregory, si je me trompe pas, si c'est bien dans cet ordre-là. En tout cas, qui est une auteure, pareil, historienne, et du coup, qui écrit sur des passages de l'histoire qui sont très intéressants. Donc voilà, me tente bien. Je ne l'ai pas encore lu. J'ai prévu de le lire au mois de novembre, donc je vous en dirai rapidement des nouvelles. Ensuite, le dernier conte de Alexiane Thiel, c'est le dernier roman que j'ai acheté. Alors, faut savoir qu'en fait, à Angoulême, ce livre, je m'attendais à... Je voulais absolument voir Alexiane Thiel, mais je m'attendais à ce qu'elle ait sa série Les McCoy, qui est une série que je lis. Donc, pour l'instant, j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais vraiment, j'y accroche énormément. Et en fait, malheureusement, il n'y était pas. Il n'y avait que sa série de livres, Le Dernier Conte. Donc, de mémoire, je crois qu'il y en a 4. C'était une série qui me tentait, mais que je voulais pas acheter tout de suite parce que je me suis dit je voulais d'abord finir les McCoy et après enchaîner ensuite. Manque de bol, ils y étaient pas. Et vu que je voulais la rencontrer, lui parler, et que dans tous les cas, je voulais m'y mettre à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais me l'acheter tout de suite, et puis au pire, je le lirai un peu plus tard. Et en fait, en ce moment, je suis dans une phase où je lis énormément de fantasy. Voilà, j'en lis beaucoup en ce moment, de fantasy, dark fantasy, romantasy, enfin, peu importe. Voilà, là, je dois enchaîner avec Cote juste après, mais bon, vous voyez, je suis dans l'ambiance, c'est l'automne. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, en fait, je vais quand même l'attaquer, on va voir, ça a l'air très cool, ça a l'air pas prise de tête non plus. J'accroche complètement, vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur. Alors, j'ai pas terminé, je suis en train de le lire, donc là, il me reste une petite, 130 pages, un truc comme ça. Il se lit très très vite, très très bien, et alors, Alexiane Thiel est douée pour écrire sur des personnages féminins qui ont du caractère. Vraiment, elle écrit superbement bien là-dessus. Donc on a le contraste entre le personnage féminin qui a un caractère costaud et un personnage masculin très doux, très gentillet. Ça donne quelque chose d'assez sympathique, très drôle parfois. Il y a beaucoup de références à la pop culture en général. Moi, j'aime beaucoup ça. Et alors, à la base, quand j'avais lu les résumés un peu, ou quand on m'expliquait de quoi ça parlait, même l'auteur quand elle m'expliquait, j'ai tout de suite pensé à la série Once Upon a Time. Je sais pas si ça vous parle. Alors, c'est une série que moi j'aimais beaucoup parce qu'elle reprenait les contes un peu Disney, etc. Et elle faisait à sa sauce... C'était assez chouette. Bon, j'avoue que j'ai pas fini de la regarder parce qu'au final, sur la fin, ça devenait assez redondant, assez lassant, puis ça partait un peu, ça me tentait moins. Contrairement à la première saison que j'ai trouvée folle. Donc je me suis dit, en lisant le résumé, je me dis, ça me fait penser à Once Upon a Time. Et en fait, alors effectivement, si vous avez bien aimé la série, je peux dire que forcément le roman va vous plaire, mais ça n'a rien à voir, vraiment. Ce n'est pas inspiré non plus. Il y a quelques petites choses qui peuvent rappeler un peu la série. Ça n'empêche pas que c'est encore complètement autre chose. Donc vous attendez pas non plus à quelque chose de similaire, vraiment. Juste dans la description des décors et tout, ça n'a rien à voir avec la série. Même sur certains personnages, vraiment, voilà, ça n'a encore rien à voir. Le but aussi de l'histoire, ça
strictement rien à voir. Bon, il y a le côté quand même sauver les comptes en général, donc ça peut rappeler, mais je pense que la suite va aller encore plus loin. Et connaissant un peu le style d'écriture de l'auteur, vraiment, je pense que ça va envoyer du pâté. C'est vraiment chouette, donc j'ai hâte de le terminer. Et du coup, en fait, je suis en train de me dire, mince, il va me falloir la suite. Manque de bol, voilà, ça va être encore un budget, mais bon, c'est pas grave. Et alors, j'ai apprécié d'avoir une très belle carte au début. Donc pour l'univers, c'est assez chouette. Alors en général, en fantasy, quand il y a des univers comme ça, ils mettent souvent des cartes. Donc pour mieux comprendre, mieux appréhender l'histoire, c'est pas mal. Et par contre, je m'attendais pas à avoir une petite image voilà, de dessin. Je trouve ça assez chouette. Alors je sais pas si c'est l'auteur qui a dessiné elle-même ou alors si c'est une illustratrice à côté, peut-être. Je n'ai pas fait attention. En tout cas, voilà, c'est pour l'instant une très belle découverte, une très belle histoire. J'aime beaucoup et franchement, franchement, c'est un bonbon. J'adore. Voilà, j'ai juste ça à dire. Donc pour l'instant, je suis très très contente de mes achats et de mes découvertes. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si jamais vous connaissez un peu les livres que je vous ai présentés ou au moins les auteurs par peut-être d'autres bouquins. Et je ne sais pas si vous êtes adepte des salons du livre ou non. Moi, j'avoue que j'en fais extrêmement rarement. Voilà, c'est pas un truc que je raffole, mais là, j'avoue, Angoulême ce livre, c'était la première fois où je voyais autant d'auteurs que j'aime beaucoup, au même endroit, au même moment. Donc je me suis dit, bon voilà, c'est l'occasion de faire quelques photos, de discuter avec eux. C'était vraiment très chouette comme moment. Je sais pas si c'est un salon du livre que vous connaissez ou vous êtes déjà rendu, mais en tout cas voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs, je serais intéressée si vous en faites d'autres ou non. J'espère en tout cas que ce vlog et ce petit book haul vous auront plu. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!